C'est Ferreira Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, pour la reprise de notre cher Ligue 1, notre cher Farmers League. Monaco qui se déplaçait dans la vraie campagne en plus, la Bourgogne. Chouette région au nord. Monaco qui donc affrontait Auxerre et qui s'est imposé 3-2, difficile, mais avec une petite révélation quand même. Donc on va évidemment parler de tout ça. Patrice et Flo, vous êtes avec moi pour débriefer ce match. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous les deux et à tout le monde. Salut. Alors on est content du retour de notre bonne vieille Ligue 1. Plutôt finalement. Hein. Elle arrive à nous surprendre positivement, parfois un peu, on va dire. Il y a de tout. Alors, on est content pour le résultat, un peu moins pour le contenu, quoi. Ça a été dur la reprise après un beau mondial. Le début du match, ça a été compliqué. Ouais. Moi, je pense que si on parle de l'équipe de France, bon, ça va, on n'est pas non plus. Pas non plus une grosse différence. Hein. Du coup, Monaco qui s'impose 3-2, doublé d'Elias Ben Seguir, la révélation du jour, et un but également de Wissam Ben Yedder sur penalty. À noter un but contre son camp également de Fofana pour le deuxième but au Serrois, et un autre but, il y en a eu deux sur penalty pour Auxerre. De Nyang qui avait ouvert le score. On va attaquer du coup avec les 3 points. Patrice, je te laisse démarrer. Ouais. Mon premier point, ça reste quand même cette victoire assez compliquée qu'on allait chercher chez le 17e de Ligue 1. Je rappelle quand même que c'était la pire attaque du championnat, c'était quasiment la pire défense du championnat, et pourtant on a difficilement réussi à ramener les 3 points d'Auxerre, et notamment avec des choix de compos qui sont assez particuliers. Enfin, je pense qu'on va pouvoir bien y revenir, quoi. Il a fallu vraiment attendre la mi-temps et des changements intéressants pour pouvoir aller voir un autre visage. Mon deuxième point, c'est sur les buts qu'on a donnés, encore une fois. Un penalty qu'on n'a pas à faire, un contre son camp. Alors certes, déjà, on sait qu'Auxerre n'est pas une très très bonne attaque, mais si en plus on leur offre des buts pour venir essayer de nous prendre des points, ça reste assez compliqué. Donc ça fait peur en se disant que Benoît Badiachil, il y a de grandes chances qu'il parte. De voir avec quoi on va rester. Et bon, le troisième point, pareil, on va y revenir assez longuement, je pense. C'est le jeune Ben Seguir. Vraiment très très gros début pour lui. 45 minutes, il nous plante un doublé, il sauve l'équipe. Vraiment très très intéressant, en tout cas pour ce qu'on a vu. On va pas s'enflammer non plus, mais en tout cas, il y a tout le monde qui le fait, et pas que les supporters monégasques en voyant ce qu'il a réalisé, et surtout son deuxième but qui est vraiment splendide. Flo. Yes, moi je vais pas revenir sur Ben Seguir parce qu'on va le faire suffisamment et je pense qu'on va revenir dessus de toute façon plus tard. Je rejoins le point de Pat sur la victoire. Moi j'avais mis une victoire, une bonne victoire, mais une victoire en trompe-l'œil. Et j'ai envie de ramener ça un petit peu à notre faiblesse mentale dont on a parlé dans le club Mounegou bilan de la mi-saison que je vous invite à aller regarder et où justement jusqu'à très tard dans le match on aurait pu très bien se retrouver avec un 2-2 relativement pourrave et ça montre notamment un certain manque de leadership, un certain manque. On a de l'allant et justement Ben Seguir et quelques autres joueurs en ont apporté en cette deuxième mi-temps, mais on a une assise mentale assez fragile. Mon deuxième point, c'est
c'est peut-être pas très visible sur ce match, mais ça l'est suffisamment pour que j'ai envie de le mentionner. C'est l'influence énorme qu'a Golovin sur notre équipe. Pourtant, il n'est pas. Alors, il est assez. Il est là quand même pour les buts en deuxième mi-temps, mais on va dire qu'il n'est pas omniprésent tout le long de la deuxième mi-temps, donc il est rentré donc à la mi-temps. Mais clairement, il y a deux équipes. Il y a une équipe sans lui et avec lui. On sent qu'il bonifie le jeu offensif de l'équipe. Et encore une fois, c'est notre seul joueur créatif au milieu. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas envie de mettre ça sur Ben Seguir qui vient d'arriver. Est-ce qu'il peut être de cet ordre-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, clairement, il y a Golovin et les autres. Et donc, le jour où je l'espère pas, mais il sera blessé ou absent, j'aurai toujours peur de ces matchs-là. Et mon troisième point, c'est le parquage visiteur. On n'en parle jamais, on l'évoque souvent, parce qu'on a des super parquages visiteurs, des super supporters à l'extérieur, des supporters un peu plus parsemés à la maison, mais franchement magnifique quoi, de voir... Alors, il y en a qui disaient 700, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient vraiment beaucoup. Et même, j'allais en parler avant qu'ils fassent la fête avec tous les joueurs et avec Ben Seguir sur la fin du match. Mais alors, en plus de ça, il y a eu une communion donc, avec le petit jeune qui a pris le porte-voix, pour ceux qui ne l'ont pas vu, commencer à entonner des chants. Et puis, il y a eu une belle petite communion avec les supporters. Mais c'est juste pour leur dire merci. Je prends cette opportunité, juste de leur dire merci. Parce qu'on le voit dans les interviews d'après-match, les joueurs le sentent et tout, et ça fait une vraie diff. Et donc bravo à eux. Ça a été nous parfois, ça va être nous aussi, je dis nous, membres de Radio Diagonale, dans le futur à certains moments, mais il y a des vrais irréductibles qui sont là tout le temps, et c'est beau à voir, donc merci et bravo à eux. Après, pour quelqu'un qui voulait pas parler de Ben Seguir dans ses points, tu l'as quand même placé. Je l'ai réévoqué, voilà. Je ne veux pas non plus. Oui, mais je veux pas qu'on en fasse une tonne, quoi. Évidemment, je pense que pas besoin. Écoute, moi le premier point, du coup, je ne vais pas en faire une tonne, mais voilà. Ben Seguir. Non, mais c'est vrai que évidemment le fait marquant de ce match, sa prestation. Sa première en Ligue 1, il faut le rappeler, seulement 17 ans. Il claque un doublé. J'ai lancé une petite vanne sur Twitter. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse un petit appel dans l'afterfoot pour nous refaire un revival là, avec Jamel Bakar quand il avait planté son triplé contre Coupe de France. La Coupe de France. Okay. Ouais, Samuel Eto'o, non, Samuel Eto'o c'est en dessous, je pense. Enfin, un truc comme ça, c'était bien marrant. Mais écoute, on voit tout de suite aussi la qualité technique du joueur, sa qualité de passe aussi, notamment. Donc, c'était vraiment plaisant de voir son entrée en jeu. J'ai pas trop de doute sur le fait que ça puisse marcher pour lui dans le futur. Je suis plus étonné par la précocité, finalement. Mais bon, donc on en parlera. Le deuxième point, c'est les choix quand même forts de Clément qui ont été, alors lui l'a dit, ils ont été dictés par le scénario, mais voilà, c'est vrai qu'il a choisi aussi de faire 3 points directement à la pause. Alors ça peut du coup questionner sur les choix de début de match, de composition dont on parlera, mais voilà, sortir quand même un Ben Yedder. Un Ben Yedder dès la mi-temps, même s'il avait déjà fait sortir sur des cartons rouges, mais c'est une autre circonstance, un carton rouge. Je trouve que voilà, ça marque un choix fort et les choix ont été payants, puisque derrière, la seconde mi-temps a été quand même bien meilleure que la première mi-temps. Et puis le troisième point, c'est mine de rien. Pour continuer dans ses choix, je trouve, j'ai peut-être une impression, je ne sais pas si, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite redistribution des cartes par rapport à la compo de départ? On a vu Gelson Martins revenir. C'était pour information sa première titularisation depuis Strasbourg. Donc c'est la première journée. Donc on était en août. C'est quand même pas anodin. Plus malin que ça. Alors qu'on parle de plus en plus d'un départ de Badiachil. Voilà, il y a eu des choix. On n'a pas eu Crépin Diatta. Notamment, il n'est même pas rentré, donc. Donc voilà. Peut-être une redistribution des cartes pour certains joueurs éventuellement. Pour la petite
pour la petite info, avec les interviews d'après-match et notamment celle de Malang Sarr, où très clairement, il confirme que Badiachil s'en va. Il dit, en gros, même pas vraiment à demi-mot, je vais avoir plus de temps de jeu. Voilà, ils ont essayé. Je n'aime pas cette compagnie, donc je ne vais pas la nommer, mais la chaîne diffuseuse a même essayé de choper Badiachil au décrassage. Pour lui demander, bon là ça a été plus, il a dit pour l'instant je suis monégasque, mais en gros c'est clair que Badiachil, sauf surprise, devrait partir et apparemment la solution de remplacement c'est Malang Sarr. Bon ça, malgré que j'ai une certaine affection pour ce type-là et que je pense qu'il a un certain potentiel, moi j'espérais qu'on aille chercher un grand défenseur central, un taulier et un leader notamment mental, ça va à mon avis. Enfin, ça semblerait que ce soit pas le cas. Ça, tu rêves par contre. Je rêve effectivement, mais c'est beau de rêver. Tu auras un petit jeune quoi à la place. Ça rêve pas. Ouais, parce que pour l'instant, ce sera Maripane Dissassi. Hein. Ouais, du coup, on était, tout le monde a fait ses 3 points ou quoi? Ouais. Oui. Donc on était sur la compo, ouais. On attaque la compo. Effectivement, sur la compo, beaucoup de choix. Beaucoup de variétés. Alors on rappelle, c'est une semaine à 2 matchs un peu particulière avec en plus les fêtes au milieu. On avait donc en absent Caio Henrique qui est papa depuis 2 jours. Donc la présence, je l'avais notamment signalé avec sur la diagonale, le fait que Antonin Cartillier, donc latéral gauche de formation, qui est un petit jeune de l'académie qui a signé après en juillet, soit présent dans le groupe. Pour moi, c'était un indice assez clair qu'on n'aurait pas Caio Henrique sur la feuille de match. Bon, au final, on n'a eu aucun des deux. Mais pour moi, ça semblait indiquer que Caio, finalement, il ne serait pas vraiment là. C'était le cas. Ensuite, on n'a pas eu Takliouche. Alors, je ne sais pas, est-ce que Prime n'a pas laissé sous-entendre qu'il était suspendu, mais non, ce n'est pas le cas normalement. Il est sous la menace, mais pas suspendu. Il n'était pas là non plus. Jean Lucas, désolé Flo, n'était pas là non plus. Maintenant c'est devenu mon chouchou ou c'est quoi là? Et Kevin Volland également, qui donc présentait une contusion costale. En gros, il a pris un coup dans les côtes. Il a trop mangé. Pourtant, à force de manger, il doit avoir les côtes assez élastiques. Ouais. Mais donc lui, qui était vraiment le seul blessé du groupe, qui donc était également absent. Et puis les choix, Patrice, Minamino, Golovin sur le banc, Gelson Martins plutôt que Crépin Diatta, Ismail Jacobs du coup titulaire également, et la défense, surtout la défense, puisqu'on en parlait, Badiachil, donc remplacé par Malang Sarr en axe gauche. Il Maripane avec lui. Là, j'ai l'impression que tu as brouillé un peu cette compo, plus personne. Donc, Nubel, Aguilar, Maripane, Sarr, Jacobs, Gelson, Camara, Matarazzo, Minamino et Mbolo, Ben Yedder devant. On pouvait se douter que Dissasi Fofana ne joue que quelques minutes, puisqu'il y avait retour tardif lundi du mondial, hein, donc de vacances. Ouais. Maripane était plutôt attendu, étant donné qu'on allait voir Dissasi sur le banc pour débuter. Pour moi, la première surprise, c'est déjà forcément Sarr qui est titulaire, qui a dit que, comme on l'a dit, avec Badiachil, elle allait partir, mais on pourrait s'attendre à ce que Badiachil soit quand même présent. Ça pourrait rester que des rumeurs, hein, son départ. Maintenant, on sait que non. Ça, pour moi, c'est la première surprise. Après, sur les latéraux, du moment que Henrique, on a vu des photos de lui au Brésil. Forcément, ça va être dur qu'il soit titulaire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je sais pas s'il était au Brésil. Si, il a fait voir des photos de sa fille et c'est tagué à Sao Paulo. Donc si sa fille est née à Sao Paulo, et qu'il sait qu'il est là-bas aussi, je pense. Parce que moi, le seul truc sur lequel j'ai pensé, c'était qu'il avait... quand on voyait la photo, il y avait le nom de l'hôpital, le bonnet qui était floqué, qui était brodé. C'était effectivement pas un nom en français, donc signe que l'accouchement n'avait pas eu lieu à Monaco ou en France. Et donc dans un autre pays, donc je vais pas investiguer plus loin, mais c'est vrai que ça ne donnait pas l'impression d'être né là, quoi.
Voilà, et puis après, bon, le choix de Gelson, encore on pouvait s'y attendre, parce que sur les derniers matchs amicaux, c'est lui qui était titulaire à ce poste-là. Diatta est revenu un peu plus tard, et même quand il est revenu, il n'était pas titulaire. Donc encore, c'est une demi-surprise. Pour moi, la grosse surprise, c'est vraiment que Golovin ne soit pas titulaire. Tu vois, il n'est pas mondialiste, il n'est pas blessé, et il a toujours eu de belles performances ces temps-ci, que ce soit même pendant les matchs amicaux, a priori. Je vois pas en quoi Minamino lui est passé devant d'un coup, et pourquoi on le met sur le banc, Ouais, j'ai tout de suite regardé au coup d'envoi si j'avais manqué une blessure, un truc, un machin. Non, c'est pas compréhensible. Pour moi, c'est vraiment surtout, la c'est Minamino foncièrement, c'est Minamino qui le remplace. Et bon, si seulement c'était pour mettre quelqu'un qui méritait, je veux bien, mais là, non. Dans le contexte, ça se comprend pas du tout. Ouais. En tout cas, est-ce qu'il a essayé de le relancer par rapport à ses... Après, il en était content, Clément. Il a dit qu'il a trouvé qu'il avait fait une bonne entrée contre Leeds. C'était bien entré. Ouais. C'est un peu sa spéciale, hein. C'est de faire des belles entrées. Donc, c'était déjà le cas avec Liverpool. Donc, peut-être que. C'est plus ça, son statut. Même avec Monaco. Hein. C'est quand il rentre en jeu, des fois, qu'il nous a fait. C'est là où il a mis ses buts, c'est pas décisif. Donc, c'est peut-être là qu'il est le plus intéressant, hein, sur peut-être moins de pression. C'est là où il est le moins mauvais, ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, la première mi-temps, je sais pas, j'y vais, moi. Oui. Ça joue. Du coup, c'est un peu. On a une première mi-temps qui est assez pauvre. Ça joue beaucoup au milieu. On n'arrive pas à rentrer dans les 20 derniers mètres auxerrois. Bon, ils n'ont pas énormément d'actions eux non plus, mais c'est un peu mieux. On va dire que eux arrivent moindrement à toucher notre surface, mais bon, ça reste une première mi-temps et notamment les 30-35 premières minutes vraiment très pauvres. En fait, Auxerre est très bien regroupé en défense dès qu'ils perdent le ballon. Et ils essayent d'exploiter dans une espèce de pseudo-contre, mais pas énormément de choses à se mettre sous la dent, quasiment jusqu'au péno, quoi. Et le péno, il arrive à la 47e, donc voilà, l'intégralité de la première mi-temps. Il y a quand même Sud-Auxerre avant le nôtre. Ah oui, il y a quand même Sud-Auxerre avant le nôtre, tu as raison. Mais t'as raison, jusqu'à la 47e, à part le penalty, on peut pas parler de grand-chose. Hein. Non, on a un coup franc direct, donc c'est ça. Pas ça. Pour moi, c'est pas une action de jeu. Enfin, c'est une action, mais c'est pas une. Ah, tiré par Jacobs. Étrangement, voilà, ouais. Mais il est bien tiré, hein, parce que bon, il passe vraiment un peu au-dessous de la transversale. Il est pas vilain, on va dire. Je peux pas analyser. Mais ça fait en fait, ça fait un petit bout de temps qu'il se mettait à tirer les coups francs. Hein. C'était quand il n'y avait pas Caillot, généralement c'était lui qui était là, et quand il était sur le terrain, c'est pas si surprenant, mais c'est vrai qu'il surfe un peu sur. Il était mieux avec nous, il a fait une Coupe du Monde correcte, et donc il surfe un petit peu sur tout ça, quoi. Ouais, bah, assez étrange que Ben Yedder ne le prenne pas, parce que quand ils sont assez près comme ça, il aime bien les tirer. Ouais, je me rappelle de celui qu'il met contre Nice de mémoire. Bon, ouais. Mais donc oui, ce péno. Et sinon, après, à part les pénaux, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette mi-temps, clairement. Ouais, bah on peut quand même dire qu'on a deux équipes qui s'affrontent en 4-4-2 quand même en formation. On peut aussi rajouter qu'on a quand même peu de bonnes récupérations de balles, un milieu de terrain assez absent, notamment un qui va se retrouver dans les flops, à mon avis, je pense. Mon avis. Pour moi, il va y aller. Pour moi, il en est un. Mais du coup, oui, on a quand même les principales des positions principalement. Je pense notamment à Nice qui est en tirant à côté. On a également une double occasion avec une première frappe de Niang contrée par Maripane à la 25e et Zedatka qui tire à côté, qui n'arrive pas à cadrer. Donc c'est vrai que c'est un peu les seules situations qui sont vraiment
qui sont vraiment notables. Beaucoup d'engagement aussi dans ce match, hein, on peut noter, avec pas mal de heurts, de coups. Voilà, on est arbitrage Coupe du Monde, ça joue. Le problème surtout, c'est qu'on n'arrive pas à ressortir du tout le ballon, quoi. Du moment qu'on on part de derrière, on n'arrive pas à sortir parce qu'on a un gros pressing sur nous qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à chaque fois et le ballon passe des défenseurs des fois au milieu, mais du coup il repasse par la défense et il n'arrive jamais à toucher nos offensifs, quoi. Et on reste toujours dans notre moitié de terrain quasiment et on est soporifique. Clairement. On arrive au 30. Moi, je dirais qu'on arrive quand même. Alors, je vois ce que tu veux dire, hein. Il y a plusieurs actions où il nous récupère le ballon très haut. Et donc, il y a une petite période où, effectivement, il presse assez bien haut. Mais on arrive quand même assez fréquemment à être dans leur terrain, mais à être au 30, 40, à passer sur le côté, mais à buter, à essayer de rentrer vers l'intérieur et à perdre assez vite le ballon. C'est très bizarre. On fait plusieurs actions, on arrive jusqu'aux 30 mètres et puis on perd la balle suite à ça. Enfin, je sais pas, moi, j'irai pas trop dans les détails sur cette mi-temps. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas grand chose à dire, quoi. Et ce péno, bah, tu le disais, t'as un petit peu coupé Damien, mais je pense que tu parlais de Matarazzo. Et en fait, ce péno, donc c'est pour Matarazzo, le péno pour Auxerre, et c'est un duel avec Mbadiang, je pense, de la tête. Et en fait, Matarazzo ne va pas au duel. S'il essaye d'aller au duel, je pense qu'il n'y a pas faute. C'est-à-dire, s'il essaye de prendre le ballon de la tête, je pense qu'il ne fait pas faute. Mais à l'inverse de ça, il reste sur ses appuis. Mbadiang va pour le ballon et puis lui, le déséquilibre. Et donc voilà, c'est un peu débile parce que si tu essayes de choper le ballon, je pense que tu ne fais pas cette boulette, quoi. La faute, c'est sur Sinayoko. Sinayoko, bon, c'est bon, bref, la même. C'est pas beau ça, monsieur. Et hors antenne, ça nous vend des valeurs morales en plus. C'est vrai, mais j'ai dit que j'étais pas sûr. Hein, j'étais pas sûr. Non, par contre, si on regarde Pat l'occasion dans sa globalité, c'est une occasion où on peut encore avoir le sentiment pas de se faire avoir, mais si on a un camarade qui est un petit peu gourmand, on va dire. En essayant de ressortir le ballon balle au pied justement plutôt que de jouer en sécurité et voilà. Le problème c'est qu'on a eu un seul ralenti et pas dans un bon angle, donc c'est vraiment très dur d'arriver à savoir vraiment s'il y a eu faute ou pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une obstruction, quoi. Il a le ballon, il veut passer, on vient se mettre devant lui et du coup on avait presque envie que la VAR revienne un peu dessus et que ça annule le penalty, parce que c'est toujours sur la même action, dans la même continuité, donc ça aurait pu, hein. Mais bon, a priori, on y a cru parce que du coup ça prenne du temps à ce que le penalty soit sifflé, mais c'est surtout parce qu'ils attendaient que Camara sorte du terrain pour pouvoir jouer le penalty. Oui, parce qu'en plus, il me semble, c'est marrant parce que du coup ça me revient, mais je crois que tu parlais de Niang, à ce moment-là, en plus Niang il est même pas sur le terrain, je crois qu'il est en train de se faire soigner devant notre banc de touche. Je crois que c'est à ce moment-là, non ? Moi, cette première mi-temps, les gars, je vous avoue que, en plus, j'étais pas sûr d'être avec vous à ce moment-là, mais non, je sais pas. Pat, tu sais, bon. Là, je me rappelle que Niang était sur le banc. À un moment donné, il est en train de se faire soigner. Pour un bon moment, ils ont joué avec un joueur de moins, mais je pourrais pas dire si c'est au moment du penalty. Je pourrais pas dire. Enfin bon, en tout cas, c'est lui qui va tirer le penalty. Nubel la touche, mais pas suffisamment. Il est quand même pas super bien tiré. Super mal raté. Super mal tiré. Plein milieu, sans force. Mou. Ouais, puis mou. C'est mou, en plein milieu, mou. C'est genre une panenka sans faire le geste de la panenka, quoi. C'est une horreur. Et Nubel, d'ailleurs, se jette mal. Il plonge mal sur le côté. Du coup, il est à peu près au centre. Il aurait 2-3 réflexes et 2-3. Il a une rapidité dans les appuis qu'on lui connaît, c'est-à-dire quasi nulle. Et donc, ça serait un gardien d'un niveau suffisant dans son agilité et sa rapidité d'appui. Il a une reprise d'appui il devrait avoir une reprise d'appui qui lui permet d'arrêter ce penalty. C'est une horreur. Honnêtement, il nous en a jamais arrêté de penalty. Il y en a un qui est raté, mais c'est pas lui qui l'arrête. A priori, ici, ils ont sorti la stat de 1 sur 9, donc je n'avais pas souvenir. Oui, mais 1 sur 9, mais est-ce que c'est pas un raté qui est raté? Ouais, oui, c'est raté. Ce que je me suis demandé. C'est pas un arrêt de Nubel. Mais je l'ai précisé en plus, Pat, dans la conversation. Pardon.
Oui, parce que Oui, quand il a non, mais la stat est connue de toute façon. Voilà. Elle est connue maintenant. c'est très bien que en arrêt, c'est 0. Ouais. Vraiment, et celui-là, c'est le pire. Enfin, il est vraiment complètement arrêtable, quoi. Mais c'est vrai que oui, en plus, c'est lui, il plonge un peu trop vite, quoi. S'il attend un petit peu plus, il peut ne pas bouger. Voilà. Non, mais pour moi, c'est dans la reprise d'appui. C'est pas dans plonger trop vite. Pour un péno, tu dois plonger vite. À nous, par contre, est... Damien est sur une autre dimension temporelle, je crois. Ça coupe un petit peu. Non, mais oui, ne pas se lancer trop. C'est plus d'aller au. On m'entend toujours pas? Si, on t'entend, mais c'est peut-être tu devrais te mettre en full audio. J'allais t'envoyer ça en message perso, mais je pense que ça pourrait aider. Parce que ça coupe souvent la vidéo, donc de toute façon, mets-toi full audio, je pense que ça va aider. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le penalty, du coup, qui est tiré par Ben Yedder, lui, il est très très bien tiré, et en plus, attends, en même temps que je cache, voilà, la caméra qui est un gros Skype, il a pas tiré comme d'habitude, parce que d'habitude il tire toujours sur la gauche, mais sur la droite du gardien, là où plonge Costil en plus, il le sait très bien, et du coup Ben Yedder le prend complètement en contre-pied en tirant pas là où il est son côté préféré. On peut parler de l'action qui mène au penalty quand même. Oui. Il y a Gelson qui se démène. Ah non, c'est Aguilar qui. Non, je confonds les penalties. C'est Aguilar qui récupère de la tête un ballon qui est mal dégagé par la défense, et donc il met bien sa tête pour l'envoyer, semblerait-il, vers Minamino, qui récupère le ballon, qui fait un petit crochet qui semble passer Mensah, le défenseur auxerrois, et là Mensah qui lui met un espèce de coup de pied débile derrière la jambe, qui sert à peu près à rien, à part que Minamino a la bonne idée de se jeter et de tomber, et là il y a clairement penalty. Je pense que Minamino peut peut-être rester sur ses appuis, du coup pas penalty et peut-être pas but, mais effectivement il lui met quand même un petit coup de pied derrière le tibia, et donc après but de Ben Yedder, comme tu l'as dit Pat, où il trompe le gardien assez facilement à la gauche de Costil. Avec Ben Yedder, ouais. En Allemagne, il a été crédité d'une passe décisive. Ouais, c'est vraiment son seul fait d'arme de toute la mi-temps, clairement. Tout de suite, on voit vraiment la différence, quoi. C'est fou. On reprend clairement le jeu à notre compte. On se procure vraiment là les occasions, les plus belles occasions qu'on a eues sont vraiment sur cette mi-temps-là. Bon, sans parler forcément des buts, hein, mais même sans les buts, on a quand même de belles occasions. On met le pied sur le ballon, on reprend complètement la possession alors que c'était plutôt équilibré sur la première mi-temps. Là, oui, on a revu à Monaco déjà qui ressemblait un peu plus à ce qu'on a pu voir les matchs d'avant. Étrangement, ça coïncide avec, forcément le retour de Fofana, ça reste quand même un niveau largement supérieur à Matazo. Bon, c'est sûr que quand tu joues une finale de Coupe du Monde, c'est autre chose que Matazo. Mais aussi avec Golovin, quoi, qui est une pièce importante, comme le disait Flo, du jeu de Monaco actuellement, quoi. C'est notre meilleur de jeu, même s'il est excentré. Il est très important pour construire les actions, et on le verra après sur toutes les actions, c'est lui qui est généralement un peu à la baguette, quoi. C'est lui, il est passeur décisif sur le premier but de Ben Seguir. Il lui en fait une très très belle aussi à un moment donné où malheureusement la frappe elle est contrée du jeune. Mais voilà, il est très important. Hein. Ouais, ça fait presque peur. Qu'on en soit tu veux dire Ouais.
Ah oui, oui, clairement. Après, le côté gauche, la première mi-temps, je crois que, en gros, on a été plus équilibré. C'est marrant parce que, comme tu le dis, il est excentré. Mais effectivement, c'est lui qui amène les actions et on dirait qu'il bonifie le ballon d'après. Même le ballon qu'il va donner, celui qui le reçoit va le mieux le donner. C'est une philosophie de jeu hein, qui est pas, je sors pas ça de mon chapeau, mais c'est vraiment ce type-là qui met un espèce d'esprit collectif dans le jeu offensif et ça bonifie un petit peu tout le monde, quoi. Et donc effectivement, ça combine quand même. Ça combine bien mieux qu'avec Minamino. Oui. Toujours en 10. Ouais. Très libre. Hmm. Bah, c'est sûr, quand tu rajoutes deux techniciens dans le jeu, ça aide beaucoup plus à jouer du coup les passes beaucoup plus courtes, à faire avancer le ballon plus rapidement. Euh, avec Golovin et Ben Seguir, même Fofana, hein, parce que du coup techniquement c'est à un autre niveau aussi que Matazo, et Fofana joue beaucoup plus haut que pouvait le faire Matazo sur la première mi-temps. Bah, ça a aidé à mieux poser notre assise dans la surface, dans la zone d'Auxerre, pour pouvoir développer le jeu droite-gauche, pour vraiment essayer de les écarter, pour trouver des failles et se procurer des occasions. Eh ben, ouais, donc c'est encore un ballon mal dégagé par Auxerre, mais on se bat bien, et notamment Mbolo, hein, on va revenir sur son match, mais qu'on n'aura pas vu énormément sur ce match-là, mais qui est quand même précieux sur quelques occasions, et notamment sur celle-ci, parce que c'est lui qui permet de récupérer le ballon. Et donc, c'est Golovin, la balle va sur Golovin et il décale, il attend juste ce qu'il faut pour fixer son défenseur et décaler Ben Seguir sur la gauche, qui est un peu excentré, mais pas tant que ça, et qui la met sous les jambes du gardien. Et 2-1. Bah, ce que je disais du coup moi dans mes 3 points, quoi, c'est qu'on se donne vraiment le bâton pour se faire battre, quoi, parce qu'en face ils n'y arrivent pas à mettre des buts cette saison. On leur offre déjà un penalty et là du coup on leur donne même le but, quoi. Je pense que Fofana il l'attend tous les jours, celle-là il la remet jamais. C'est un but en faisant une aile de pigeon quand même qui va mourir dans le petit Ouais, filet. un truc, c'est improbable. un truc instinctif là. Oui, voilà, c'est improbable que ça parte dans les cages et que ça parte loin du gardien en plus pour que Nubul ne fasse pas au moins un petit arrêt, quoi. Mais non. En fait, sur un corner, tu dois anticiper que la balle en fait ne soit pas touchée par les joueurs qui sont devant toi. C'est ce que doit faire un attaquant, c'est ce que doit faire un défenseur, toujours. C'est-à-dire tu anticipes que la balle t'arrive, qu'il se rate et qu'elle t'arrive. Et en gros, là, c'est ce qui passe, mais il n'anticipe pas du tout. C'est-à-dire que la balle arrive vers lui, il n'est pas du tout prêt. Et là, il sent juste qu'il a l'attaquant à côté de lui. Donc, il a un geste purement instinctif où il lève la patte. Et puis malheureusement, sa patte, c'est une reprise de volée parfaite. Magnifique but, aile de pigeon, petit filet. Enfin bref. Mm.
Ouais, mais déjà, le but, ça part sur une frappe lointaine, hein, juste avant, qui est d'ailleurs un des beaux gestes de Nubel sur cette rencontre. C'est une frappe qui n'est pas gigantesque de puissance, mais qui est assez puissante et surtout très bien placée. Donc, Nubel se détend bien. Quand il anticipe et qui fait jouer sa grande taille, ça marche bien. Ça ne va pas très vite sur les gambettes, mais il fait les choses comme il faut. Et donc, effectivement, on les laisse s'approcher sans qu'ils soient ultra dangereux, hein, sur l'ensemble de la. Il y a peut-être à la fin un peu d'allant pour aller chercher l'égalisation, mais tout le long de la partie, finalement, on les laisse rentrer, comme tu dis, assez facilement sans qu'ils soient trop dangereux, parce que souvent sur les derniers gestes, c'est pas fameux. Mais tu as raison sur le fait qu'il n'y a pas une espèce de domination défensive. En tout cas, on les stoppe pas en disant non, non, mais. Et puis, mettre le pied sur le ballon, on va le faire un peu plus quand même en deuxième mi-temps, notamment grâce à Golovin ou à Fofana, qui est quand même un peu mieux pour orchestrer les choses par rapport à Matazo. Mais oui, c'est pas clairement voilà, c'est pas un match maîtrisé, ça. On est bien clair là-dessus. Et les remplacements, peut-être d'abord. Aguilar pour Dissassi à la 70e, Vanderson pour Gelson à la 76e. Pardon, Dissassi pour Aguilar. Ouais, Dissassi pour Aguilar. Donc, qui va être arrière droit pour 20 minutes. Et puis, Vanderson, du coup. Donc, c'est une petite indication que Clément part plus sur un Vanderson ailier quand il a Aguilar de dispo, ce qu'on espérait. Donc ça, c'est plutôt, voilà, Patrice, on est bien d'accord. Ouais. Mais le choix surprenant, c'est quand même de faire entrer Dissassi en tant que latéral, alors que tu as déjà Vanderson, quoi. Même si son idée, c'était de faire entrer Vanderson comme ailier, tu fais entrer d'abord Vanderson à la place d'Aguilar, et ensuite tu fais monter Vanderson. Mais pourquoi tu fais jouer Dissassi comme latéral, quoi? Plus de Vanderson latéral droit. Oui, mais, écoute, tu viens non, mais d'applaudir. je suis d'accord, hein, que c'est pas son poste, mais à un moment donné, tu t'es à 2-2, tu dois aller chercher la victoire. À quoi ça sert de faire sortir Aguilar, faire entrer Dissassi? C'est un joueur encore plus défensif. Malgré le tout bien, ça je nous peux penser prouve Dissassi, il est pas si mauvais que ça que se poste, hein, mais... Si ça nous prouve que réellement il le voit comme ailier et plus du tout comme latéral, et tant mieux. Voilà, si on est au complet. Ah non, on est d'accord. Non, ça on est d'accord, mais disons que en tout cas ça l'affirme un peu plus que c'est une option. En tout cas, c'est dans son esprit. On est content de voir que c'est dans son esprit le fait qu'il faille peut-être mieux le mettre ailier. Oui, hein, wait and see. Mais enfin, foncièrement, sur l'aspect défensif, moi, j'ai quand même bon nombre de souvenirs où il se fait bouffer sur un crochet. C'est pas quelqu'un qui ferme la porte de manière très solide de son côté. Enfin, je veux bien que ça n'a pas été catastrophique quand Aguilar était absent. Ça a été plutôt même correct. Mais non, mais on est d'accord. Après, on veut pas le. D'accord, il y a eu quand même quelques bons matchs.
Peut-être qu'il a regardé la Coupe du Monde et qu'il l'a vu jouer enfin, quoi. En tout cas, on est content de tous ces changements. La conclusion, c'est ça. Et donc, à la 86... à 80... Et juste avant le but, parce que justement Ben Seguir, c'est pas que 2 buts, quoi. 75e, il fait un super décalage pour Gelson Martins avant qu'il sorte, justement, qui lui met une frappe un peu dévissée à côté. Qui contrôle surtout, c'est ça son problème, c'est qu'il devrait frapper directement. Oui, c'est vrai. Et il fait un contrôle pourri, ce qu'il excentre. Et Ben Seguir fait la même juste après. 78e, c'est Golovin qui lui la met vraiment parfaitement en longeant bien la ligne, qui le décale bien, qui le sert bien vraiment pour qu'il fasse un face-à-face avec le gardien, mais du coup, encore une fois, contrôle qui est un peu long et du coup, sa frappe est contrée. Oui, mais c'est pour ça que s'il frappe directement, le défenseur n'est pas revenu, et pareil pour Gelson. C'est quasi les deux mêmes actions. Il faut frapper direct à chaque fois, et il contrôle à chaque fois. Et du coup, on arrive à cette fameuse 84e, où du coup, c'est une contre-attaque à la base, où du coup, on part en contre-attaque, Golovin se rate un petit peu, mais heureusement, on ne perd pas le ballon sur l'action. Et Jacobs arrive à passer du coup à Ben Sekir, qui est pas dangereux, hein. On voit la position où il est, parce que du coup, Golovin a fait perdre du temps sur la contre-attaque, mais Ben Sekir prend ses responsabilités, c'est ça surtout qui me choque un peu à 17 ans, de prendre le ballon et de faire une frappe alors qu'il est vraiment très très loin. Il a quoi, 25 mètres à ce moment-là. Il fait une super frappe enroulée. Là, à 17 ans, je sais pas, tu te dis pas forcément, c'est moi qui vais prendre le choix de faire une frappe lointaine en plus, qui normalement a quand même peu de chances de rentrer. C'est quand même très compliqué, hein, de la mettre d'où il est, quoi. Et pourtant, il prend cette initiative-là, quoi. Ah, mais clairement, hein, c'est sur nous. Quand il y a un manque de leadership, la deuxième source d'énergie que peut avoir une équipe de foot, c'est cette envie, cet talent, cet enthousiasme. Donc, clairement, il joue là-dessus. Et moi, ce que j'apprécie énormément sur ce but, c'est la roublardise du gamin. C'est-à-dire que non seulement, donc comme tu le disais, il chope la balle au coin gauche de la surface et donc il a un accompagnement de balle où il va de manière latérale. Mais clairement, il ne fait pas mine de tirer. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas le but. Il ne fait pas une course qui est, on va dire, moindrement en diagonale vers le but. Il fait plutôt une course latérale et il feint plutôt le fait qu'il va mettre une passe dans l'axe. Et de sa tête, il regarde et clairement, tu le vois après quand il tire. Le mec est roublard, c'est-à-dire le mec fait mine de faire un petit décalage, passe latérale qui arrive, et là en fait au dernier moment met une frappe vers le but sans même le regarder. Et moi c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que parce que des mecs qui repiquent dans l'axe pour mettre une frappe enroulée, on en voit quand même fréquemment. Là il y a ce petit truc en plus du non seulement il se redécale, il met la frappe enroulée, mais il ne regarde pas et en fait il bluffe tout le monde avec cette frappe. Et ça, c'est beau. C'est 3-2. On va voir, on va attendre. Hein. Ouais. Non, ben il sera encore à l'entraînement. Il sera encore dans les groupes. Ouais.
Ouais, si on fait si on focus un peu sur lui, là, du coup, je suis d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du jeune qui rentre et qui met des buts, comme ça peut arriver, encore une fois, sur la fougue, sur l'envie, bon, lui, il a quand même toute une mi-temps pour s'exprimer. Donc ça, c'est une première chose. Mais du coup, grâce à ce temps-là, on voit, c'est intéressant de regarder sa mi-temps parce qu'il commence par des choses assez simples où il prend un petit peu de confiance, des petites passes, des choses bien senties mais relativement simples. Il commence à essayer de percuter, donc il y arrive plus ou moins. Et puis après, ça commence à essayer de nouvelles combinaisons, des trucs un peu plus fins techniquement. Il combine avec Gelson et Aguilar plusieurs fois des beaux petits trucs sur le côté droit. Et puis après, avec Golovin sur le but, etc. etc. C'est vraiment une belle mi-temps pour une belle rentrée, un truc pas que sur la fougue. Comme tu l'as dit, il y a du fond de jeu. On sent que le gamin, le ballon lui colle aux pieds. Il y a une aisance technique et voilà. Mais après, voilà, on va voir. Ouais. Voilà, comme ça résout le problème des photos qu'on n'a pas. Est-ce que vous aviez... On va en avoir là, je pense. Non. Sur ce match, c'est compliqué, c'est vraiment lui qui sort. Après, si, Golovin, on l'a dit, mine de rien, il aide, il est passeur décisif sur le premier but qu'il met Ben Sekir, il lui en offre aussi une très belle. Et dans le jeu, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, quoi. Il n'y a pas non plus. Donc, belle entrée aussi, voilà. Après, sur les titulaires, c'est compliqué. J'ai vu que l'équipe avait mis un 7 à Maripane, j'ai pas trop compris. Il fait un match bien solide, mais correct. Ouais. Voilà, c'est 7, ça, vraiment, c'est quand vraiment défensivement, Non, mais l'équipe... t'as tenu la baraque, hein. J'étais surpris, quoi. Je me suis dit peut-être que j'ai raté quelque chose, c'est pour ça que je voulais l'évoquer, quoi, mais... Non. Ouais. Oui, doucement, mais après, ils font beaucoup leurs notes sur des faits de jeu, et donc automatiquement, s'il y a... Alors, pour Maripane, c'est difficile à comprendre, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de fait de jeu de son côté, il n'y a pas de but, ou de truc, ou de ceci, cela, mais il fait un match correct, quoi, ouais, effectivement. Matarazzo, ouais, oui. Alors, je vous le laisse. Moi, j'en ai 2 de flop, donc... À ressortir que Matarazzo, non, pour moi c'est vraiment lui le plus mauvais, quoi. Le flop, voilà, on va simplement dire ce match. On lui laisse sa chance, ça fait déjà 2 fois là qu'il est titulaire sur les derniers matchs, et pourtant à chaque fois on est très loin de ce qu'il a pu nous faire voir, pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Où il était vraiment un très bon joueur de turnover, qui quand il devait saisir sa chance, là c'est plutôt bien, il était habile, quoi, plutôt offensif même, je trouvais, dans les matchs qu'il pouvait jouer, il apportait quelque chose, il portait le ballon, on l'a même vu buteur, si j'ai bon souvenir. Là, maintenant, on a l'impression qu'il s'est retrouvé plus en 6, il joue très très bas sur le terrain, il donne pas de solution à ses défenseurs pour pouvoir faire évoluer le ballon. Même Camara, plus souvent, on l'a vu le pousser pour essayer qu'il aille un peu plus haut sur le terrain. Voilà, c'est le problématique. Si t'as déjà que 2 joueurs au milieu et que t'as un joueur qui se cache et qui permet pas d'apporter des solutions pour faire le relais avec l'attaque, ça devient vite problématique. À la récupération, c'est un peu le néant, parce que je trouve que les milieux auxerrois sur la première mi-temps sont plutôt bien baladés, quoi. Ils n'ont pas eu vraiment trop de position. Et puis tu couronnes le tout avec une faute un peu bête dans la surface qui donne un but à l'adversaire. Donc sorti logiquement à la mi-temps, quoi. Et malheureusement pour lui, là, il gagne pas des points. Clairement, ça va être compliqué pour lui d'avoir plus de temps de jeu. Que c'est ce qu'il réclamait, hein. Dioliene. Cette année, globalement, hein, c'est pas GG depuis le début de la saison. Après, on pourrait mettre à sa défense le fait qu'il ait peut-être pas énormément de rythme, parce qu'il fait que des petits bouts de match quand il rentre. Il rentre souvent tard dans le match. Je me souviens, à Angers, c'est 90e. À Lille, je crois, il fait 10 minutes. Donc, il a souvent que des petits bouts de match. Alors, est-ce que c'est ça ? Il a participé un peu aux amicaux, mais est-ce que ça compte tant que ça ? Peut-être
peut-être pas. Ouais. Il n'a pas été très bon sur les amicaux, ouais. Mais donc, est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a un côté confiance où effectivement c'est un jeune sur lequel on comptait mais que tu n'as pas trop fait jouer depuis le début de la saison? Est-ce qu'il perd un peu pied au niveau de la confiance? Bon, à voir. En tout cas, il y a un petit... Et puis, sans parler du fait que, encore une fois, hein, à ce poste-là, derrière les deux Titus, c'est le Walou, quoi. Hein, parce que Lucas et Damien essaye d'en faire un chouchou, mais tout le monde sait que je ne l'apprécie guère. Et d'ailleurs, il y a eu un branle-bas de combat. C'était un peu plus tôt cette saison, sur le fait que c'était un joueur génial et tout. Mais non, je pense qu'on voyait Matarazzo comme le troisième larron. Et là, ça voudrait dire que même le troisième larron n'a pas le niveau. On appelle un recrue à ce poste-là, à une recrue, voire deux recrues depuis le début de la saison, en plus de Camara. Là, je souhaite à Fofana et Camara de pouvoir faire tous les matchs, d'être au top physiquement, de ne pas prendre un jaune ni un rouge, et on sera correct. Moi, honnêtement, j'avais Minamino parce que il faut que ce type-là se réveille, quoi. Alors certes, il est sur l'action du penalty, mais j'ai l'impression que même si l'action continue, ça va pas faire quelque chose de génial. C'est-à-dire que certes, il passe bon an mal an un défenseur en faisant une espèce de crochet bizarre où il s'excite un peu tout seul. Derrière ça, il n'y a rien à part cette action sur le penalty. Et moi, j'avais limite, on va dire, deux demi-flops, c'est-à-dire un vrai flop avec vous, on est bien d'accord sur Matarazzo, et deux demi-flops, Minamino. Et puis, je suis désolé, mon demi-flop, c'est le capitaine. Gars. Moi, je comprends qu'on soit tous un peu choqués qu'il sorte à la mi-temps, mais que fait-il durant cette première mi-temps? On parlait du fait que Ben Seguir, tu disais qu'on a eu peut-être aussi un meilleur jeu parce que ça rajoutait un milieu, mais en fait Ben Yedder a souvent ce rôle-là de descendre un peu plus, de toucher un peu plus le ballon, d'être assez libre, d'aller à gauche, à droite. Il n'a pas trop fait ça en première mi-temps, on l'a pas trop vu, il s'est un peu caché, alors que normalement il participe quand même assez au jeu. Les meilleures périodes de Ben Yedder récentes, c'est justement quand il participe au jeu, quand on voit qu'il est là en dehors des buts qu'il peut mettre, et puis Dieu sait qu'il a mis du temps à mettre des buts cette saison. Je suis désolé, hein, ça nous fait mal parce qu'on se dit toujours c'est notre meilleur joueur, on veut pas le titiller, on veut pas le ronchonner, mais là, franchement, sur cette première mi-temps, est-ce qu'on peut très facilement dire que ça fait pas partie des flops de ce match? Après, c'est compliqué parce qu'il y a un mec qui il a pas de ballon, il a rien, quoi. Alors, Justement, normalement, il va aller chercher. Bah non, pour moi, le problème, il vient du milieu de terrain qui arrive pas à porter et faire passer le ballon sur nos offensifs, quoi. Donc, On est d'accord. Ouais. Ah non, moi je suis d'accord. Après, s'il sort à la mi-temps, c'est pas non plus pour rien. Bon, après, il marque le penalty. Il marque le penalty. Du coup, le penalty, que ce soit pour Minamino et Ben Yedder, les sauve. Du coup, on va dire, ils font pas flop, quoi. Mais en dehors de,
Ouais, on est d'accord. On a envie de te croire, en tout cas. Pas mal parlé, je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter dessus. Le Non, penalty. un bon arrêt, un penalty pourri, ouais. Ouais, que ce soit offensivement ou défensivement, on l'a très peu vu, parce que ça passait pas forcément par. Bah, il disait le côté droit, ouais. Mais c'est Non, vrai. c'est ça, le jeu passait pas du tout de son côté, hein, que ce soit l'adversaire ou nous-mêmes. Donc, du coup, c'est vrai qu'on l'a très très peu vu. C'est vrai que c'est dur de se refaire un avis un peu sur Aguilar. Est-ce que ça apporte quelque chose, soit à notre défense, soit à notre attaque? Bah, c'est pas avec ce match-là qu'on aura nos réponses. Non. Voilà. Bon, après, rien non plus à lui reprocher pour le peu qu'il a eu à faire. Ouais. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer une fois en vitesse sur la deuxième mi-temps, je pense par l'entrant, j'ai oublié son nom. Le nom aux accents d'Amérique latine, là. L'attaquant qui rentre. Oui, c'est ça, ouais, ça doit être ça, d'Acosta, ouais. Donc il se fait bouffer sur la vitesse. Il y a une action où ils partent ensemble et, et il le revoit plus. Mais sinon c'est correct comme match. Ouais. Hmm. Hmm. Ah oui. Après, ça a été très fréquent, hein. Le Jacobs, il revenait en marchant. Il y a des actions où je le voyais, alors que clairement un contre était lancé par Auxerre, où tu vois le mec trottiner ou marcher pour revenir, alors qu'il est à la mi-chemin dans le terrain adverse. Ça a été très fréquent quand même. Jacobs a laissé son côté bien à l'abandon, quoi. Bah, il était sur de très bonnes prestations pendant le mondial. Il nous a même un peu surpris, quoi, de partir titulaire alors que ça fait pas très longtemps qu'il a intégré. J'ai dit quoi? Ah, d'accord. Et du coup, non, ouais, il était sur une bonne lancée, donc du coup, il a pu enchaîner avec Monaco au même poste. Hein, parce que d'habitude, on le fait jouer plutôt au milieu, là, il était quand même latéral. Après, comme tu l'as dit, bah, pas aidé parce qu'il joue avec Minamino, avec qui il a jamais joué non plus. Parce que Minamino, lui, c'est plus de l'autre côté qu'il joue habituellement avec nous. Et c'est pas le même style de jeu, comme tu l'as dit, donc ça a été compliqué de pouvoir combiner. Défensivement, tout est passé de son côté et malheureusement c'est trop bien passé. Enfin, tu l'as dit, hein, il revenait pas assez. En plus, pas aidé parce que c'est Matazo qui était de ce côté-ci qui défendait. Après, bon, bah, il finit son match avec une passe décisive quand même. Et sinon, c'est la moral, spéciale Jacobs. Hein. Mm-mm. La spéciale Jacobs, c'est j'arrive aux 30 mètres, j'essaye pas de dribbler l'adversaire, j'essaie pas de combiner, je centre. Et ça, c'est devenu sa spéciale. Moi, je trouve qu'il fait une Coupe du Monde
correcte, bonne, et qu'il était déjà à peu près à ce niveau-là à Monaco avant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'énorme décalage entre ce qu'il fait avec le Sénégal, où en fait il est plutôt bon avec nous et en latéral gauche déjà les matchs précédents, mais clairement c'est un type qui a réussi à bien évoluer, à se dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, il n'a pas des capacités techniques incroyables, donc il fait les choses simples. Mais du coup, faire les choses simples, ça veut dire pas forcément combiner, ça veut dire pas forcément essayer de dribbler. Alors, tu le vois sur la Coupe du Monde quand il avait des vis-à-vis un peu lents. Là, juste à la vitesse, il essaye de mettre une accélération et des fois ça passe. Mais sa spéciale, c'est clairement le centre anticipé avant d'arriver sur le défenseur. Donc, il a fait ça assez souvent et ça n'a pas souvent donné grand-chose, quoi. Bon, c'est un latéral gauche correct, mais on est content que ça soit notre doublure, quoi. Ben ouais. Pas mal. Mm. Bon, mais pas un match horrible, hein, mais bon, correct. Ah. Hmm. Bah, je pense que le duo Fofana-Camara marche beaucoup mieux qu'avec Matazo, et je pense que Matazo marche beaucoup mieux avec Fofana qu'avec Camara, sur les types de profils. Les deux ensemble, Camara, Matazo, on a bien vu que du coup ça n'arrivait pas du tout à s'entendre sur la façon de jouer, de faire marcher ce binôme-là, et ce qui est primordial dans un 4-4-2 en plus, et c'est ce qui nous coûte cher sur cette première mi-temps. Oui, Je pense que c'est pour ça clairement que un Camara profil aussi très est un peu similaire. perdu, a du mal à situer, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup moins. Parce que comme tu le dis, en deuxième mi-temps, c'est là où il fait son travail de récupération, où il commence un peu à casser les lignes aussi en poussant le ballon. Ça, sur la première mi-temps, on l'a absolument pas vu. Hein. Je pense que il y a, voilà, pas qu'il y ait une mauvaise entente, peut-être qu'il y a aussi un manque d'expérience ensemble, hein. Mais c'est à mon avis des profils qui sont pas forcément compatibles. Ouais, écoute, pas grand-chose à en dire. Euh, toujours à tenter des choses, mais toujours de manière peu efficace. Il y a, comme je l'ai dit, cette occasion à la 74e, on en parlait avec Patrice, où clairement ça peut faire but ou pas loin s'il reprend directement en première intention le décalage qu'on lui met. Voilà. Sinon, parfois, il va effacer un joueur, mais ça amène pas grand-chose après. Il y a eu quelques bonnes actions avec Aguilar et Ben Seguir, mais c'était plutôt Ben Seguir qui était à l'initiative et un petit peu à la gestion, on va dire, de ces actions-là. Bon, un match lambda de Gelson, comme on en a vu faire des tas. Voilà. Et ni pour nous, pour le poste de milieu droit. Moi, je suis désolé. Fin décembre, je ne sais toujours pas dire qui est le meilleur choix à ce poste-là, à l'AS Monaco, avec l'effectif qu'on a actuellement. Là, je sais pas, Diatta, Gelson, Minamino, peut-être Ben Seguir. À Cluj. Ouais, et encore, faudrait le voir sur un rôle sur le côté. Vraiment, c'est. Ouais. Comment tu dis? Eden Diop. Eden Diop. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a la Coupe de France qui arrive.
En tout cas, on peut parler peut-être vite fait de Vanderson qui le remplace et il n'aura pas pris des points davantage pour faire partie des options franches, on va dire, à ce poste. Hein. Vanderson, il fait 15 minutes bien pauvre. C'est notre attaquant de pointe quand même qui est le meilleur récupérateur et pas nos mieux. Il sait bien, c'est non seulement un bon récupérateur, mais aussi un relativement OK orchestrateur. C'est un type qui est vraiment bon dans la passe et dans sa vision du jeu. Et il l'a montré 2-3 fois, moins que d'habitude. Mais non seulement il récupère les ballons, mais il sait bien les utiliser, ce qui est vraiment... ce type-là, faut pas le bouger, quoi. Ben, il y a Dissasi puis on n'a pas fait trop les. Dissasi, on n'a pas. Non, après, je sais même pas ce qu'il y a à dire sur Dissasi. Ouais, pas grand chose. Franchement, on l'a pas vu plus que ça. Et Fofana, on a dit qu'il a été globalement beaucoup plus sûr que Matarazzo. Et lui aussi dans l'orchestration. À noter que du moment qu'il a fait son CSC, après derrière, je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué pour lui quand même. Un peu de nonchalance, ouais. Je pense que ça l'a mis un peu dedans, ouais, quand même. Ouais. Ben en fait, je suis d'accord avec Patrice, il est pas mal jusqu'à son but, mais un tout petit peu de nonchalance, et sur le but notamment, et il va continuer là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait une passe ultra simple dans les pieds auxerrois, sur une relance, machin, enfin, un tout petit peu de nonchalance, genre je suis au-dessus, quoi, tu vois. Bon, c'était pas flagrant, mais il faudrait pas que ça... Voilà. Ouais, voilà, faudrait pas que ça aille vers cette pente-là, là, parce que là, ça va pas le faire. Brest. Dimanche. Ouais. On verra.